incroyablement, 2 mois après, l'Afrique reste le continent le moins touché par la pandémie, avec environ 26 000 cas et 1 200 environ morts au 22 avril 2020. Plus récemment, les pays commencent à ouvrir un petit peu le confinement, tel que le Ghana qui a annoncé l'allègement des mesures. En guise d'introduction, quel a été le rôle des réseaux sociaux, peut-être à travers la prévention, l'information et la préparation des États face à Covid-19? Et puis, vous pouvez en profiter pour vous présenter de manière plus détaillée si vous le souhaitez. Bonjour. Bonjour à tous. Permettez-moi tout d'abord de remercier les organisateurs pour m'avoir convié à prendre part à ce panel très important. Donc, comme notre cher modérateur Jean-Noël l'a mentionné, je me nomme Balkissa Idesido et je suis responsable des politiques publiques pour l'Afrique francophone à Facebook. Mon rôle est de co-créer des opportunités pour Facebook et les pays d'Afrique francophone afin de promouvoir le développement du secteur des technologies, de l'information et des communications. Donc, mon travail couvre un large éventail de sujets tels que la sécurité en ligne, la confidentialité, la liberté d'expression en ligne et tout autre domaine politique pertinent pour accroître l'accès à Internet dans cette région. Et en ce moment, comme vous pouvez l'imaginer avec la crise que nous vivons, un aspect important de mon rôle est de collaborer avec les autorités sanitaires et les autres parties prenantes pour apporter le soutien de Facebook, notamment en facilitant l'accès à l'information fiable liée au Covid-19 aux populations. Donc, nous avons eu à lancer depuis qu'en fait l'OMS a qualifié cette crise de pandémie, plusieurs produits pour permettre aux populations d'accéder à l'information fiable qui vient de sources accréditées, comme entre autres l'OMS, mais aussi les ministères de la Santé dans les différents pays. Vous comprendrez que le rôle de Facebook étant de rapprocher le monde et de donner aux gens la possibilité de créer des communautés, notre soutien dans ce domaine-là est vraiment lié à notre mission et à travers notre famille d'applications qui compte entre autres la plateforme bleue que tout le monde connaît, c'est-à-dire Facebook, WhatsApp, Instagram et Messenger, et surtout dans un contexte où la distance sociale est préconisée dans plusieurs pays, les écoles sont fermées, les populations sont confinées chez elles. Donc, il est important que les populations puissent avoir un espace en ligne où ils peuvent accéder à l'information fiable qui vient des autorités sanitaires, mais aussi un espace où ils peuvent continuer à rester en contact avec les personnes qui leur sont chères, un espace où ils peuvent continuer à accéder aux ressources de leurs écoles pour continuer l'éducation des enfants à la maison. Donc, tantôt, j'avais mentionné les différentes solutions que nous avons mises en place pour soutenir les autorités sanitaires. Je peux citer par exemple les centres d'information que nous avons eu à lancer dans plusieurs pays. Donc, les centres d'information, c'est en fait un lieu où tous les utilisateurs de Facebook peuvent accéder à l'information qui vient de différentes sources accréditées, comme par exemple l'OMS, l'UNICEF, CDC Afrique et aussi le ministère de la Santé de leur pays. Ça apparaît en haut vraiment du fil d'actualité des utilisateurs dans les différents pays où ce produit a été lancé. Et donc, ça apporte, si vous voulez, un contrepoids à tout ce qui est des informations qui circulent en ce moment, parce que ça aussi, c'est notre rôle, et c'est quelque chose que nous prenons à cœur, c'est-à-dire réduire la viralité de la fausse information. Et dans ce contexte-là, c'est offrir une information qui est fiable, qui vient de sources accréditées. Donc, en plus de ces centres d'information, nous octroyons ce qu'on appelle des coupons publicitaires gratuits au ministère de la Santé pour leur permettre de mener des campagnes de sensibilisation sur le Covid-19 et aussi booster les informations qui sont importantes pour elles dans leur contexte donné. Et bien entendu, face à tout... dans le cadre de tout ce travail de soutien que nous faisons, WhatsApp n'est pas resté en marche et nous avons en fait lancé ce que nous appelons les health alerts ou bien entre guillemets, je dirais les chatbots WhatsApp en collaboration avec les ministères de la Santé. Ça agit un peu comme, si vous voulez, un numéro vert, mais plus en utilisant le modèle USSD, où les utilisateurs, quand ils vont sur ce numéro ou sur le lien WhatsApp, ils peuvent sélectionner les questions qui les intéressent et obtenir les réponses à celles-ci. Donc, tout cela, c'est vraiment dans le but et l'objectif de fournir des informations fiables
aux populations. Et j'avais mentionné tantôt tout le travail que nous faisons vraiment pour essayer de réduire autant que possible la distance et permettre aux écoles et de continuer à offrir une éducation aux étudiants. Donc ça, il y a plusieurs autres produits. Je pense qu'on aura l'opportunité de revenir après. Je ne pourrais pas aussi mobiliser la parole. Monsieur Zagba, vous voulez rajouter quelque chose? Alors, merci. Moi, c'est Zagba Sylvestre. Je suis le directeur des systèmes d'information de l'ANSUT. L'ANSUT est une entreprise gouvernementale, en fait, une agence sous tutelle du ministère de l'économie numérique, qui est justement en charge de développer la dynamique digitale en Côte d'Ivoire. Donc, l'ANSUT est au cœur du monde digital en Côte d'Ivoire, principalement dans l'administration publique, où on travaille avec le projet de gouvernance électronique pour digitaliser l'administration, de sorte que les citoyens puissent avoir accès à des services en ligne et justement éviter qu'ils se déplacent, qu'ils prennent des moyens de déplacement. Et dans ce contexte de crise, en fait, ça va même accélérer justement cette activité, puisque les populations ont besoin d'avoir des services en ligne, d'accéder aux services gouvernementaux en ligne. Et justement, on est au cœur justement de cette transformation-là. Pour les populations, on a un programme un citoyen ordinateur pour permettre à ce que beaucoup de gens aient des ordinateurs. Et c'est l'outil essentiel, hein, l'ordinateur, les smartphones, les tablettes pour accéder au digital. Également des projets de backbone, des projets d'Internet pour que les gens puissent partout aussi accéder à ce digital-là. Donc, typiquement, dans ce contexte-là, nous sommes au cœur de cette transformation-là et c'est pour ça que ce sujet est très, très intéressant. Pour aborder dans le sujet qui nous concerne par rapport aux réseaux sociaux, il faut dire que pendant cette crise-là, les gens ont perdu leur liberté, que ce soit partielle ou réduite, avec le confinement, la mise en quarantaine, etc. Et les réseaux sociaux ont vraiment été un élément clé dans ce moment-là, puisque c'était quasiment un exutoire, un défouloir, c'était un espace où les gens pouvaient justement retrouver cette liberté parce qu'ils pouvaient parler, ils pouvaient débattre sur des controverses, mais surtout aussi pouvoir échanger sur les expériences avec beaucoup d'humour, une sorte de solidarité collective qui fait que justement cette transition s'est faite de manière douce malgré la contrainte de liberté. Et c'est vraiment un élément fondamental que les réseaux sociaux ont apporté dans ce moment de crise-là, c'est rassembler les gens et leur donner de s'exprimer. Les réseaux sociaux aussi ont permis au gouvernement de communiquer, puisque sur les mesures barrières, sur les dispositifs de protection sanitaire, etc., les réseaux sociaux, par leur caractère réactif, ont permis de diffuser cette information-là rapidement. Et en Afrique, il faut dire que ça a été l'un des vecteurs pour ralentir l'épidémie, parce que surtout sur WhatsApp, sur Facebook, sur des groupes, etc., il y a eu beaucoup de communication sur les fausses news, comment les prévenir. Donc, cette réaction-là a fait qu'on a pris cette mesure rapidement et donc ça a permis au gouvernement de bien communiquer. Et aujourd'hui, on peut dire que la population est vraiment très informée sur tous les dispositifs et ça a beaucoup aidé dans cette lutte. Mais un autre phénomène aussi qui est important, c'est que les réseaux sociaux ne sont pas seulement des outils de communication parce qu'il y a beaucoup de données qui sont à l'intérieur. Les données sur les interactions sociales, les déplacements, qui va où est-ce qu'on se déplace. Et ces informations sont capitales hein, pour les gouvernants pour décider de comment confiner ou déconfiner ou comment combattre la maladie. C'est vrai que nous avons commencé cette crise-là avec des méthodes radicales de fermer tout le monde, mais parce qu'on n'avait pas assez de données sociales, on n'avait pas assez de données sur comment les gens se comportent, sur qui ils vont voir, où ils se déplacent, qu'est-ce qu'ils font. Et justement, les réseaux sociaux ont cette mine d'informations-là. Et avec le big data, les intelligences artificielles, il y a beaucoup de études qui sont en cours hein, pour pouvoir analyser ces informations, de sorte qu'on puisse dire aux gouvernants, écoutez, ne nous confinez pas, mais si vous touchez tel ou tel poste, si vous regardez tel ou tel mouvement, vous pouvez réguler l'épidémie sans arrêter l'économie, sans tuer l'économie, sans tuer les libertés. Et donc, les réseaux sociaux vont apporter cette manne phénoménale. Et il y a un projet, Balkissa pourra nous en parler, le projet de Data for Good de Facebook, qui justement, avec les données de localisation, permettent comme ça de
de savoir où les gens se déplacent et pouvoir éteindre les foyers, pouvoir regarder si les méthodes de confinement ont été respectées, etc. Donc, ça va s'accentuer et les réseaux sociaux vont prendre une place centrale dans le dispositif. Et ça ne va pas s'arrêter. La pandémie même n'a fait que révéler l'importance des données sociales, puisque, en fait, si on n'a pas l'information sur l'interaction sociale, on ne peut pas bien contrôler la maladie, on ne peut pas réguler. Et même dans le cadre du déconfinement, les réseaux sociaux vont jouer un rôle fondamental. Alors merci, moi j'ai une petite question un petit peu, puisqu'on a vu à un assez haut niveau quelles étaient les relations entre les États ou même le privé pour retransmettre la parole de l'État. Moi j'ai une première question, c'est est-ce qu'à travers les États et donc à travers l'ANSUT, vous avez le choix dans les réseaux sociaux ou est-ce que vous ciblez particulièrement certains réseaux sociaux? Au niveau de l'ANSUT, on n'a pas vocation à sélectionner, à choisir. Notre vision, c'est de donner aux gens toute l'information sur les opportunités du digital. Sur les opportunités digitales, sur ce que ça peut apporter. Donc, et ce rôle va être renforcé de plus en plus puisqu'on met en place un programme actuellement pour même former toute la population. Parce que l'idée, c'est de dire aux gens, voici ce que ça va vous apporter. Apprenez les technologies, appropriez-vous les outils. Et à partir de votre intelligence, vous allez pouvoir utiliser ces outils-là. Chaque outil est important. C'est pour ça que cette diversité des outils sont importants. Au niveau des réseaux sociaux, par exemple, Twitter, c'est beaucoup plus pour les journalistes. Quand on prend LinkedIn, c'est pour les employeurs. Facebook, c'est… Donc, en fait, chaque outil est important. Chaque outil cible des communautés. Chaque outil a un rôle à jouer. Et donc, on ne préconise pas d'outils. On leur dit, voici l'opportunité, voici ce que ça apporte, voici les avantages de tel ou tel outil, voici ce que vous pouvez faire. Et on essaie de libéraliser. Vous allez même voir que dans le cadre du télétravail, par exemple, au niveau du conseil de gouvernement en Côte d'Ivoire et du conseil des ministres, on le fait avec Teams, la solution Teams de Microsoft. Mais au niveau du conseil de l'UEMOA, par exemple, ou de la CEDEAO, on a appris Zoom, on a appris Jitsi Meet. En fait, l'idée, c'est que par rapport au contexte, l'outil le plus approprié est utilisé et on reste assez neutre sur les outils. Mais on pousse pour leur dire que le digital, c'est très important et ça va sauver des vies, ça va sauver des métiers. Et même après le Covid, il faut revoir, peut-être qu'il ne faut pas revenir au mode traditionnel parce qu'on risque d'avoir encore je pense que l'hiver prochain, on risque d'avoir également des formes un peu plus sévères. Donc, il faut se mettre dans une dynamique que ça risque de toujours arriver. Et donc, il faut faire la transition rapidement. Mais on n'a pas d'orientation précise. On ne privilégie pas d'opérateurs. On est ouvert sur toutes les possibilités. L'important, c'est que ça apporte le maximum de valeur à ceux qui vont utiliser la technologie. Alors, il y a une question qui me vient tout de suite à l'esprit. Est-ce que l'utilisation des réseaux sociaux par l'État ne se fait pas au détriment d'autres supports médias, tels la presse ou la télé? Et la question qui est juste derrière, vous avez mentionné tout à l'heure un ordinateur pour un citoyen. La question, elle est également sur est-ce que tous les citoyens africains, en l'occurrence, ont un accès à Internet? Pardon, vous pouvez répondre, ma connexion, c'est un peu coupé, voilà. J'ai cru comprendre, je reformule. Je disais, on a parlé des réseaux sociaux. Est-ce que la communication de l'État via les réseaux sociaux ne se fait pas au détriment des médias traditionnels, tels les journaux télévisés ou les journaux ou la presse papier? Et dans ce cas-là, quelle est la pénétration Internet dans les populations africaines? Tout le monde, comme vous l'avez mentionné, n'a pas un ordinateur ou un smartphone pour accéder à ces informations. En fait, l'État communique sur tous les médias. Généralement, pendant la crise, tous les jours, en fait, il y a un point de presse qui est fait par la présidence. Et donc, tous les médias sont conviés. Et donc, après ce point de presse, les médias peuvent le relayer sur les journaux, sur les radios et également sur les réseaux sociaux. Donc, tous les canaux de communication sont utilisés pour relayer l'information. Mais aujourd'hui, il faut dire qu'au niveau d'Internet, on a aujourd'hui beaucoup d'accès à Internet parce qu'on a 4 connexions au niveau des câbles. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont Internet, beaucoup de gens qui ont les terminaux, beaucoup de gens qui sont sur WhatsApp. Donc, beaucoup de gens le mobile, en fait, a une présentation énorme. Et beaucoup d'interactions se font via le mobile, moins sur les ordinateurs, sur les PC. Le mobile devient l'outil le plus utilisé.
mais l'information se fait partout. Il y a des placards publicitaires, il y a des informations dans les marchés. En fait, on utilise tous les moyens de communication, qu'ils soient digitaux ou physiques ou non digitaux, ils sont utilisés. Mais l'avantage du digital, c'est que l'information est relayée rapidement, la discussion est dynamique, et sur les médias traditionnels, bon, on est plus en mode réceptif. À la télévision, on reçoit l'information, mais on ne peut pas interagir avec le présentateur. Le journal, on le lit. On ne peut pas interagir avec ce qui a fait la publication. Donc, les réseaux sociaux offrent cette interactivité-là qui fait qu'on discute, on débat, on corrige, on complète. Donc, on a cette dynamique-là que ça apporte en plus. Sinon, tous les médias, en fait, relaient l'information. Merci, hein, Monsieur Zagba, pour ces précisions. J'ai une petite question aussi pour Balkissa. Balkissa, vous avez mentionné tout à l'heure que vous aviez un partenariat privilégié pour vérifier les informations, hein, sous forme de coupons. Est-ce que vous sentez qu'il y a des communications spécifiques en fonction des différentes classes qui sont visées? Je pense des générations, et puis je pense entre les citadins et puis les ruraux. Donc, merci beaucoup pour la question pertinente. Donc, effectivement, nous avons mis à la disposition des agences de santé dans les différents pays des coupons publicitaires pour leur permettre de mener des campagnes de communication sur le COVID-19, mais peut aussi leur permettre de booster des informations spécifiques sur la base du contexte donné dans le pays. Donc, pour ce qui concerne en ce qui concerne votre question, vous pouvez l'imaginer que la communication d'un pays à un autre va varier, et va varier bien entendu sur la base du contexte dans le pays, c'est-à-dire l'évolution de la pandémie dans le pays donné, mais aussi va évoluer sur la base des mesures qui sont prises dans ces pays-là par les autorités. Donc, vraiment, c'est au cas le cas. Et comme je le disais tantôt, en fait, les coupons publicitaires, c'est pour vraiment permettre aux autorités de pousser l'information qu'ils jugent pertinent vers les utilisateurs. Pour ce qui est maintenant de la vérification des faits, ça c'est un programme tout à fait distinct à part, qui est le programme de vérification de faits qu'on met en place en fait avec des agences de vérification de vérificateurs de faits comme Africa Check, l'AFP ou les observateurs de France 24. C'est un programme qui vise à débouter les fausses informations. Et ce programme-là, c'est un programme qui a été implémenté il y a quelques années de cela et qui est constamment en train de grandir. Aujourd'hui, on a des fact-checkers dans 18 pays d'Afrique subsaharienne au total. Merci pour ces précisions. Alors, vous doutez, on a beaucoup de questions qui sont liées aux fake news et au contrôle des fake news. Juste avant de sauter sur cette thématique, j'aurais une question pour vous, Monsieur Zagba, concernant la géolocalisation. Il semble que certains États mettent en place des remontées d'informations collectées sur le mobile et, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, sur l'intelligence artificielle, etc. Est-ce que vous pensez que c'est intéressant? Parce qu'en Europe, on est en train de se poser la question pour deux aspects. Le premier, est-ce que c'est un apport réel pour la lutte contre le Covid? Et le deuxième, concernant la protection de la vie privée dans le cadre juridique. Alors, je vais prendre l'analogie, par exemple, des embouteillages. Lorsqu'on a des embouteillages sur la route, la première solution, c'est quoi? C'est dire que pour éliminer l'embouteillage, tout le monde reste à la maison. On bloque toutes les voitures. Et c'est ce qu'on a fait. On a confiné tout le monde pour dire, comme on ne sait pas où vous partez, comme on ne sait pas qui vous voyez, comme on ne sait pas si vous respectez les confinements, comme on ne sait pas quelles sont vos interactions sociales, on vous confine. Mais on s'est rendu compte que ce n'est pas possible, ça tue l'économie. Et également, les gens, ça tue leur liberté, puisque c'est vrai, la vie privée, elle est morte puisque je suis confiné. Donc, il faut se dire que comment faire? Il faut analyser la route, il faut analyser comment les gens se déplacent, il faut analyser pour pouvoir se dire on va mettre des sens interdits, des sens uniques. Donc, il faut aller analyser les interactions sociales. On ne peut pas, si on ne sait pas comment les gens se déplacent, si les gens fonctionnent. Je prends un exemple. Il peut arriver que dans une famille, par exemple, les gens ne se voient pas, mais ils se voient à travers un tiers, par exemple le chef de famille. Donc, imaginez-vous, si on confinait juste le chef de famille,
on avait arrêté l'épidémie sans confiner le reste. Mais comme on ne sait pas comment les gens s'interagissent, on confine tout le monde. Donc, il est quand même important de savoir les gens vont où, qui visitent, qu'est-ce qui se passe. En fait, si on n'a pas les informations, les données sociales, si on n'a pas les données d'interaction sociale, si on n'a pas ces informations-là, on va aller vers des mesures drastiques. Pour dire aux gens, écoutez, comme on ne sait pas comment vous bougez, on vous enferme tous à la maison. On ne peut pas continuer comme ça. Le déconfinement s'impose. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dire, OK, 2 cas. Soit les gens volontairement donnent les informations de localisation, c'est un peu ce que Facebook fait dans son programme Data for Good, pour dire, écoutez, dites-moi où vous allez, ou Google, avec l'historique de données, pour dire où est-ce que vous allez. Et avec des cartes, on peut dire, écoutez, finalement, le foyer, il est ici, voilà les interactions sociales, donc on peut fermer ici sans fermer tout le monde. Ou bien, on va dire aux gens, comme on ne sait pas vous demander volontairement l'information, on va mettre une application dans le mobile, et quand vous allez voir le voisin, par Bluetooth, on saura qui vous avez vu, parce que ces données-là sont importantes. Donc, évidemment, ça touche la vie privée, mais il faut trouver un moyen de collaborer avec la population pour dire, trouvons un moyen ensemble. C'est comme quand vous allez à l'hôpital. Vous dites au médecin, le médecin vous donne un médicament, mais vous allez à la maison et on dit de ne pas manger telle denrée, vous allez manger, quand vous venez à l'hôpital, vous dites, je suis malade. Mais vous dites pas au médecin que vous avez mangé une nourriture contre-indiquée. Et le médecin vous donne encore une autre prescription, etc. À un moment donné, il faut la collaboration quand même des différents acteurs. Il faut qu'on dise aux gens, écoutez, moi, dans notre famille, voilà telle personne qu'on voit souvent, et cette personne peut être un foyer pour l'épidémie. Donc, au lieu de nous confiner tous, mais confiner là où essayer de trouver des... En fait, il faut qu'on partage cette information-là. C'est vrai que c'est délicat, c'est une information sensible, etc. Et donc, il faut des réflexions pour voir comment cette information la sécuriser. Et aussi, cette information sur les réseaux sociaux permet aussi de gérer aussi les habitudes, les réactions par rapport aux médicaments. Donc, cette information des réseaux sociaux est capitale. C'est vrai que ça touche à la vie privée, mais il faut qu'on trouve un moyen pour que les populations puissent volontairement donner l'information et qu'on leur garantisse aussi que cette information, elle est protégée, elle est sécurisée, elle est anonymisée et qu'on ne fournit que des données qui sont globalisées, qui ne permettent pas de retracer l'individu qui a fourni l'information. Mais cette information, elle est capitale, sinon on va avoir des États totalitaires, des États rigides qui vont nous enfermer parce qu'ils n'ont aucun moyen d'autre de nous décloisonner. Voilà. La deuxième partie de ma question aussi, puisqu'on a bien compris le côté opérationnel, pardon Balkissa, c'était la partie juridique. Hein, est-ce qu'il y a besoin d'avoir un cadre juridique ou est-ce que, en l'occurrence en Côte d'Ivoire, ce cadre juridique est déjà présent et peut permettre cette collecte d'informations? Bon, c'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, on a vraiment tout l'arsenal juridique sur la protection de la vie publique et sur la protection de la vie. Mais techniquement, ce sont les acteurs des réseaux sociaux, comme Facebook, qui vont nous garantir ces informations-là. Par exemple, en France, il y a des données sensibles sur la santé qui sont stockées dans des serveurs de type 2 ou 3, des serveurs qui sont spécifiques des data centers qui ont la puissance pour protéger ces données-là. Donc, il faudrait qu'on puisse avoir ce genre de centre de données pour nous assurer que l'information, quand elle est stockée, elle est protégée. Nous, on a pour l'instant la réglementation, mais on n'a pas le dispositif technique. Et je pense que les acteurs des réseaux sociaux comme Facebook, comme Twitter, tous ces acteurs-là, s'ils peuvent prouver qu'ils ont des data centers qui ont des normes de sécurité, qui sont capables de protéger ces informations cruciales-là, évidemment, la population sera enclin à fournir l'information. Donc, le dispositif légal existe, mais physiquement, techniquement, on n'a pas les mécanismes pour garantir que l'information, elle est protégée, qu'on peut la tracer, etc. On n'a pas cette information technique-là. Merci, M. Zagba. Juste avant d'accueillir M. Abaga, j'aimerais, Balkissa, vous vouliez rajouter quelque chose tout à l'heure et je vous ai coupé la parole. Merci Jean-Noël. Je voudrais en fait intervenir sur ce que M. Sylvestre disait par rapport aux données. Donc, il faut comprendre ici que si Facebook a mis en place aujourd'hui à la disposition en fait des chercheurs et des ONG trois cartes pour la prévention en fait des maladies, c'est parce que il est reconnu aujourd'hui que l'information est vraiment importante pour pouvoir orienter la réponse
par rapport à cette crise-là que nous traversons et que l'information est utile pour pouvoir améliorer les stratégies que nous mettons en place pour répondre à cette pandémie. Donc, les 3 cartes que nous avons mises en place, c'est vraiment pour apporter de l'information qui permettra aux autorités sanitaires qui permettra aux chercheurs et aux ONG de pouvoir faire des analyses et fournir des recommandations aux autorités sanitaires pour faire des forecasts en fait de leurs efforts et aussi mettre en place des mesures protectives. Et ce que je voudrais rajouter, c'est que les données qui sont partagées sont des données qui sont agrégées. Et ce sont des données qui ne sont pas liées, en fait, si vous voulez, aux données de Facebook, c'est-à-dire c'est pas lié à ce que quelqu'un va mettre sur son compte Facebook, ce n'est pas lié à ça. C'est vraiment lié aussi aux données satellitaires, c'est lié à tout ce qui est touché à ce qu'on appelle en fait la puissance de la machine. Donc, ce sont des données qui viennent de plusieurs sources ouvertes aussi, donc c'est pas lié aux données des personnes qui utilisent Facebook. Ce sont des données qui existent déjà en source open source. Ce sont des données de la satellitaire, mais ce sont des données qui sont agrégées et donc ne permettent pas d'identifier telle ou telle personne. Et comme vous pouvez l'imaginer, à Facebook, on a vraiment des politiques très strictes quand il s'agit de la protection des données et on est constamment en train de nous améliorer et renforcer ces politiques-là que nous avons, bien entendu, en discutant avec les différentes parties prenantes comme les régulateurs, mais aussi les organisations de la société civile. Très bien, merci. Merci pour cette précision, Balkissa. J'en profite pour accueillir Monsieur Michel Abaga, qui est directeur général du développement des réseaux numériques au ministère de l'économie numérique du Gabon, comme je vous l'ai précisé au début. Donc, il vient de nous rejoindre, donc on est content de vous avoir parmi nous. On avait peur que vous soyez confiés, que vous n'arriviez jamais sur cette conférence, mais on voit que le digital a fait son effet. Ouais. Donc, on s'est permis d'avancer sans vous, hein, monsieur Abaga. Mais avant de rentrer dans les fake news et peut-être toutes les notions de sécurité, peut-être vous pouvez préciser quel a été et quel est le poids des réseaux sociaux au Gabon dans la lutte contre le Covid. Oui, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez. Oui. Alors, je tiens déjà à m'excuser pour le léger retard. J'avais une réunion vraiment très urgente de l'autorité là et donc on vient à peine de terminer. J'avoue que j'étais très stressé, il fallait que la réunion s'achève. Bon, alors donc, merci beaucoup et encore merci de m'avoir invité à participer à cet échange. Alors, l'importance des réseaux sociaux pour la lutte contre le Covid au Gabon, alors, il faut dire que les réseaux sociaux jouent en ce moment, je disais même, jouent un rôle vraiment capital dans cette lutte. D'abord, sur le plan naturellement de la communication. On a pu remarquer qu'aujourd'hui, à travers ces supports, la population peut véritablement avoir l'information en temps réel. La diffusion de l'information telle qu'il soit se fait avec une vitesse vraiment extraordinaire. Et je peux d'ailleurs même vous dire que hier, c'était vraiment assez éloquent lors d'une conférence de presse avec le comité de pilotage. C'est-à-dire que plus de 60% des informations, des questions posées par les journalistes commençaient par « nous avons vu dans les réseaux sociaux ». Donc, il y a une information qui est dans les réseaux sociaux. Donc, à chaque fois, on a bien compris que c'est à travers les réseaux sociaux, que ce soit des fakes ou des vraies nouvelles, mais que c'était à travers les réseaux sociaux qu'on avait une information et surtout une information que la population considère de plus fiable. Parce que nous sommes quand même dans des environnements où il y a une certaine défiance ou une certaine réserve par rapport à des informations officielles. Et la population, une grande partie de la population considère vraiment les réseaux sociaux comme étant justement le support où tout puisse se dire, où on ne cache absolument rien du tout. Et à la limite, les gens ont plus confiance à ce qui vient par les réseaux sociaux que ce qui vient par les communications officielles. Très bien, merci bien. Donc, je pense, avant de sauter, je suis désolé, je décale encore un petit peu vers les fake news. J'aimerais bien aborder encore un point qui est important. Vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure, Monsieur Zakba, à travers Teams ou Zoom, pour aller dans le sens de Balkissa.
sur des plateformes de visioconférence qui permettent aux entreprises et au gouvernement de communiquer. Est-ce qu'il y a un travail particulier? Est-ce que vous sentez que, de par le contexte spécifique de cette pandémie, les réseaux sociaux, et en l'occurrence les plateformes de visioconférence, sont extrêmement utilisés par les entreprises pour continuer à faire du business quand elles ont accès au digital? Et deuxième question, est-ce que vous pensez également que les plateformes de chat, d'instant messaging ou de type WhatsApp, permettent aux entreprises de travailler, petites PME, très petites PME ou grandes entreprises? Et la question qui vient tout de suite derrière, je suis désolé, elle est à 3 étages, c'est quid de la cybersécurité? Voilà. OK. Alors, merci pour cette question. Il faut dire que l'accent qui a été mis en Côte d'Ivoire dans ces 4 dernières années, c'était de fournir de l'infrastructure, donc des ordinateurs pour les citoyens à travers les projets citoyens d'ordinateurs, de fournir de l'infrastructure Internet, etc., à travers l'extension de notre réseau Internet, et puis également de fournir aux universités, dans le cadre de projets des universités, du Wi-Fi université, etc., des éléments. Mais le gros travail qu'il y a à faire, c'est d'aider les gens sur comment utiliser les opportunités digitales. Et c'est ce travail qui n'a pas été fait. Aujourd'hui, les gens ont leur téléphone, mais ils ne savent pas tout ce qu'ils peuvent en tirer. Ils ont Internet, mais ils ne savent pas tout ce qu'ils peuvent en tirer. Les PME ont Internet, il y a les entreprises Internet, mais ils ne savent pas faire du marketing digital. Il y a beaucoup qui n'ont pas toute cette notion-là. Et je pense qu'on a pris conscience du fait qu'il faut commencer à préparer les gens sur leur maturité, les compétences digitales. On a vu que c'est ce qui manque. Les outils se développent. C'est vrai qu'on n'a pas encore dans toute la Côte d'Ivoire les outils, ce n'est pas partout, mais ça se développe. Mais on se rend compte que les gens doivent s'approprier le digital pour pouvoir l'utiliser pour le bien. C'est pour ça qu'au niveau de l'Ansout, en fait, on va lancer bientôt un grand programme qu'on appelle un programme national de certification de compétences digitales pour former l'ensemble de la population sur le digital, sur comment utiliser les outils digitaux, sur la cybersécurité, sur comment… Le digital est une opportunité, mais si on n'explique pas cette opportunité, si on n'explique pas aux gens comment s'en saisir, l'infrastructure va rester là et ça ne servira à rien. Donc, on a compris ce problème-là et bientôt, le point c'est qu'on devait lancer ce programme-là même en avril, mais à cause de la crise, en fait, on l'a décalé. Mais bientôt, quand la crise va se résorber, on va lancer un vaste programme pour former toute la population, c'est-à-dire que chaque Ivoirien comprenne les outils digitaux, comprenne comment utiliser Facebook, comment utiliser les réseaux sociaux pour pouvoir faire du business, comprenne comment utiliser ce nouveau monde-là pour pouvoir sortir de la crise. Et c'est aujourd'hui l'un des aspects sur lesquels on va travailler. Sur les outils, on va continuer, on va progresser, mais déjà pour l'outillage qui existe, les gens ont besoin de savoir. Même au niveau des gouvernements, les gens, ils ont des ordinateurs, mais quand on parle de e-services, etc., les e-mairie, e-extrait, ce sont des concepts qui sont abstraits parce que les gens ne comprennent pas l'usage des technologies. Donc, c'est un élément sur lequel on va s'attaquer résolument dans les années qui suivent, dans les mois qui suivent, pour nous assurer que la technologie ne devienne plus un outil ludique, mais un vrai outil pour développer l'économie. Balkissa, vous vouliez rajouter quelque chose? Ou Michel? Oui, je voudrais remercier M. Sylvestre pour avoir vraiment touché ce point très important parce qu'aujourd'hui, on observe que dans la plupart des pays, de nos pays, les business, les PME sont en train de fermer les portes justement face à cette crise-là. Et à Facebook, nous avons pris les devants et nous avons lancé un centre de ressources et de conseils pour permettre justement aux entreprises de rester connectées avec les consommateurs et leurs clients et garder une activité grâce aux outils numériques. Et bien avant cette crise-là, nous avions lancé un programme Boost avec Facebook, qui est un programme de renforcement de capacité des PME pour vraiment leur permettre de s'accaparer nos outils pour aller vers le digital et continuer à vraiment rester en contact avec leurs clients, continuer à faire du business sur le digital. Donc, c'est un programme qui avait été lancé dans 10 pays et qui visait à former 10 000 PME. Donc, aujourd'hui, le programme est en phase finale. Nous sommes en train de le réévaluer
et puis probablement que nous allons lancer une deuxième phase plus tard. Mais je pense qu'il est important, s'il y a des PME ou des responsables PME qui sont sur cet appel-là, qu'ils visitent le centre de ressources et de conseil parce qu'il y a de très bonnes informations là-bas pour leur permettre vraiment de pouvoir saisir l'opportunité que présente le digital et continuer à faire tourner leurs entreprises malgré la situation sans précédent que nous vivons. Balkissa, je ne sais pas si vous avez l'information, mais on sait qu'en l'occurrence, Teams et Zoom en particulier, ont explosé dans le monde. Est-ce que vous avez senti, vous, en Afrique, un boom de l'utilisation de ces plateformes? Donc, en Afrique subsaharienne, nous avons, en tout cas, on a 167 millions d'utilisateurs qui visitent au moins une fois une de nos applications. Et avec la crise actuelle, nous avons pu constater qu'il y a une augmentation en fait de l'utilisation de nos plateformes. Je n'ai pas des chiffres à partager là pour l'instant, mais nous avons pu constater qu'il y a plus d'activités sur nos plateformes, que ce soit à travers l'utilisation même de Facebook ou que ce soit à travers les vidéos ou les chats. Merci. Peut-être encore une dernière question, parce que vous avez mentionné tout à l'heure la formation. On sait que la plupart des enfants et des étudiants sont confinés, donc ne peuvent pas suivre un programme scolaire classique. Il y a le soutien qui est mis en place, en l'occurrence en Côte d'Ivoire, mais dans les autres pays africains, et aussi à travers du digital. Mais on sait aussi que parfois, certains villages n'ont pas toujours un accès continu au service Internet, ou même parfois, il y a des micro-coupures ou des coupures électriques. Est-ce que vous avez, M. Zakba, travaillé un petit peu plus en particulier sur ces infrastructures, et est-ce que vous avez une idée de l'utilisation, du taux d'utilisation de cette école digitale? Enfin, Balkissa, vous pourrez peut-être après, comme vous avez mentionné sur la formation, développer en particulier vos programmes, si vous voulez. Allez-y, M. Zakba. Alors, par rapport à ce point pour l'école, le paradoxe intéressant, c'est que nous, il y a 20 ans, on faisait l'école télévisée. C'est-à-dire, en fait, on avait des télévisions dans toutes les écoles. Et les enfants, en fait, apprenaient à l'école. Et après, ça a été supprimé. Et on est revenu justement au même modèle. En fait, aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a pas Internet partout, mais on a la télévision partout. C'est important. Dans chaque foyer, il y a de la télévision. Donc, d'un point de vue de la communication, ça va se faire via des programmes télévisés, des enregistrements télévisés qui vont être diffusés. Et c'est ce qui a été fait en Côte d'Ivoire. On a mis des séquences il y a des heures, c'est CE1, CP1 sur des canaux, etc. Et les élèves peuvent suivre les cours qui sont donnés par les professeurs en ligne de manière enregistrée. Au niveau de l'électricité, il y a un travail énorme qui est fait. L'électrification rurale a explosé. Le gouvernement a fait un travail formidable ces dizaines d'années pour que l'électricité aille dans les coins les plus reculés. Des fondations, etc., ont été mises en place pour aider à mettre de l'eau potable, etc. Donc, l'électricité, vraiment, c'est quelque chose qui est en marche. C'est quelque chose que le gouvernement a pris à cœur. Et donc, on s'est dit que à l'allure où ça va progresser. Je pense qu'il y a tout un travail à faire sur l'énergie solaire aussi qui est en place. Donc, le gouvernement, en fait, a vraiment un vrai programme pour l'électricité. Mais en termes de digital aussi, comme on a dit, l'Ansut, en fait, va terminer son programme Backbone, qui va permettre de couvrir tout le pays, de sorte qu'en fait, Internet sera disponible pour toute la Côte d'Ivoire. Donc, il y a beaucoup de travail qui est en cours pour essayer de terminer ce programme-là. Et d'ici la fin d'année prochaine, en fait, on va pouvoir arroser tout le pays. Mais comme j'ai dit, en fait, déjà, ceux qui ont déjà Internet même ne l'utilisent pas correctement. Hein. Même les profs ne savent pas faire des cours sous PowerPoint, des cours structurés. Ils ne savent pas présenter un cours en ligne. Donc, tout ça, dans le cadre de notre programme de formation, on a prévu également des modules ICT for Education pour montrer aux gens comment faire des cours en ligne, comment enseigner l'enfant en ligne, comment donner des leçons en ligne. Donc, je pense que cette crise-là est une opportunité. Cette crise est un accélérateur qui va permettre à tout le monde de comprendre qu'il faut y aller, parce qu'au départ, on avait beaucoup parlé, mais comme il n'y avait pas d'événements spécifiques,
c'est resté lettre morte, mais je pense qu'aujourd'hui, le Covid nous a obligés à y aller. Et là, en fait, ça va nous permettre, nous, justement, de revenir dans notre rôle, de revenir dans ce qu'on disait il y a quelques années, parce qu'on n'avait pas d'oreille pour écouter. Donc, le Covid est venu apporter cette oreille-là. Le Covid est venu, en fait, donner un coup de pouce à tout ce qu'on va faire. Le travail, il est immense, il est vaste, mais justement, nous prenons toute la mesure du problème et ça va être dans nos prochains axes de développement, hein, nos prochains objectifs vont s'orienter vers toutes ces questions-là. Voilà. Dans nos programmes Ambition 2021-2022, je pense que c'est l'orientation qui va être prise pour vraiment accompagner les PME, les gens, les écoles vers ces outils-là, tout en continuant de développer l'infrastructure. Merci, Monsieur Zagba. Balkissa, peut-être vous vouliez rajouter un point sur la formation. Je ne vous oublie pas, hein, Monsieur Abaga. Après, je vous promets, je vous donne un peu la parole. Oui, merci Jean-Noël. Avant de rajouter le point sur l'éducation, je voudrais rajouter en fait quelques mots par rapport à la connectivité en Afrique. Aujourd'hui, on sait que déjà dans le monde, globalement, plus de 50% de la population n'est pas en ligne, ce qui représente environ 4 milliards de personnes qui ne sont pas encore en ligne et qui ne peuvent donc pas encore profiter des outils digitaux qui sont mis à leur disposition. Et ça, c'est vraiment une priorité aussi pour Facebook, c'est-à-dire connecter les 50% de la population mondiale qui ne sont pas encore connectés. Et dans ce cadre-là, nous avons plusieurs projets dans le secteur de la connectivité. On a entre autres ce qu'on appelle Free Basic, qui est un programme qui est mis en partenariat avec les opérateurs de téléphonie mobile pour permettre aux populations d'accéder à des informations basiques, comme par exemple sur la santé, les sites d'emploi, les services d'éducation. Ceci a vraiment à zéro coût à partir de leur téléphone mobile. Il y a aussi le programme Express Wi-Fi qui vise à apporter en fait la connexion Wi-Fi dans les lieux qui ne sont pas encore connectés et bien entendu aussi la fibre optique que nous construisons dans certains pays. Et un cas que je peux donner, c'est le cas par exemple de l'Ouganda où on a eu à construire environ 770 km de fibre optique pour connecter la zone nord-ouest du pays qui est une zone rurale. Donc, pour revenir maintenant à l'éducation, donc vous imaginez qu'avec la crise actuelle et les écoles qui sont fermées dans certains pays, on ne sait pas encore quand est-ce que ces écoles vont ouvrir. Dans d'autres pays, ça a déjà été annoncé que pour le reste de l'année académique, les écoles ne rouvriront pas. Plusieurs ont shifté maintenant pour utiliser le digital quand possible vraiment pour permettre aux élèves de continuer à suivre les cours en ligne. Je voudrais préciser ici qu'il est vraiment important pour les différentes autorités dans ce secteur-là de développer une stratégie holistique, donc une stratégie qui permet de donner accès à l'éducation à travers tous les outils disponibles, donc que ce soit le digital, la télévision, les radios communautaires, parce que comme il a été déjà mentionné par le modérateur, et aussi par Monsieur Sylvestre, il y a des zones rurales où les gens n'ont pas accès à la connexion Internet. Pour ce qui est de Facebook, vraiment, les outils que nous sommes en train sur lesquels nous nous appuyons et que nous mettons à la disposition des écoles, des autorités du secteur de l'éducation, c'est vraiment tout ce qui touche au Facebook Group, au Facebook Live, à Messenger, mais aussi à WhatsApp, pour leur permettre vraiment de créer un espace où le professeur peut continuer à interagir avec les élèves en partageant les ressources qu'il faut, mais aussi en étant disponible pour partager l'information et répondre à leurs questions. Merci bien, Balkissa. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Monsieur Abaga, avant que je vous pose une autre question? Oh oui, ben, tout simplement, rapidement, on peut effectivement constater l'explosion de l'usage de Teams et Zoom, comme vous l'avez dit. Nous, déjà, donc, au niveau du ministère, dans certains projets, on a été obligé
utiliser ces supports pour pouvoir quand même avancer sur un certain nombre de choses. Les réseaux tels que WhatsApp aussi. Bon, il y a des forums où c'est plus utilisé pour information, c'est-à-dire au niveau des responsables. Donc, au moins, on est sûr qu'on a en temps réel déjà les informations systématiquement. Mais il peut vraiment arriver qu'on puisse utiliser les supports. Bon, alors maintenant, il faut juste emmener comment dire ça? Je vais dire que à toute chose malheur est bon. C'est-à-dire que cette situation a emmené effectivement à utiliser ces outils parce que Zoom et Teams existent depuis un bon bout de temps. Mais il a fallu cette crise pour que vraiment on puisse s'intéresser et on se rend compte à quel point c'est pratique. Donc, beaucoup de structures ont quand même utilisé cela. Au niveau de la formation, on a aussi fait de la même manière. Le gouvernement a mis en place un système de cours en ligne, donc notamment soit sur il y a des sites dédiés et aussi à la télévision. Donc, comme on l'a dit, comme l'a si bien dit un des panélistes, que voilà, la télévision, c'est un support qui est important parce qu'il permet quand même de toucher un nombre important de la population. Mais après, on sait aussi que sur le plan pratique, un cours à la télévision, dans des familles, des fois, où c'est pas toujours facile de se concentrer, on sent que c'est pas, voilà, donc l'efficacité, il faut quand même l'étudier et voir à quel niveau ça peut vraiment aider. Parce que c'est bien beau de le faire, mais après, il faut vraiment étudier l'efficacité. Moi, je suis un peu réservé parce que j'ai vu quand même quelques exemples. Déjà, les cours sont souvent très courts. Parce que vous avez j'ai vu dernièrement un cours de sciences physiques en 15 minutes. C'est quand même fort, hein, montrer un transistor en 15 minutes sans pouvoir poser la question, sans même que l'enseignant aussi n'a peut-être pas forcément très bien formé à ce type d'exercice. Donc, mais au moins on a commencé. C'est ce qui est très important. On a démarré et donc on peut juste espérer de désormais corriger. Et lorsqu'on reviendra en temps normal, on pourra apporter des meilleures solutions. Mais je vais quand même attirer l'attention sur le fait que le digital a montré vraiment énormément son efficacité dans cette période. Parce que même au niveau, par exemple, des mesures gouvernementales qui ont été mises en place, en réalité, les mesures les mieux exécutées sont les mesures qui ont le digital comme support. Vous avez vu, par exemple, on a accordé l'électricité gratuitement à un certain nombre de gens dans la population qui ont des compteurs, qui ont une certaine puissance. Étant donné que les compteurs, tout est déjà informatisé, tout est, voilà, donc on a offert 20 000 francs CFA par exemple, de crédit d'électricité. Il n'y a eu aucun souci. Votre compteur, il est enregistré, donc on a déjà ces paramètres, et donc systématiquement, on fait des recharges. Mais alors que lorsqu'il faut naturellement faire un partage de sacs de riz, de je ne sais pas trop quoi, dans des quartiers, des fois sous-intégrés, vous voyez bien que c'est un peu plus compliqué. Donc, ça montre à quel point il faudrait vraiment qu'on aille encore toujours un peu plus loin. Et donc, je termine juste avec les aspects infrastructure. Donc, comme l'a dit un peu mon collègue de la Côte d'Ivoire, donc vraiment toujours continuer investissement sur les infra et puis voilà, digitaliser les services, parce que je pense que si on avait beaucoup plus déjà digitalisé beaucoup de services, notamment mettre cet identifiant unique dont on parle au Gabon depuis pas mal de temps, mais qui n'est pas encore opérationnel, je pense qu'on aurait identifié beaucoup plus facilement les personnes les plus vulnérables, on aurait plus facilement atteint ces personnes, notamment par exemple, des recharges à travers des supports comme le mobile money. Donc, voilà, donc on comprend bien que c'est aujourd'hui vraiment le digital aujourd'hui indispensable pour que nous puissions faire mieux face aux défis de demain, tels que les catastrophes du Covid-19. Merci, monsieur Abaga. Juste pour rebondir sur vos 15 minutes de cours, je pense que c'est lié à la concentration qui est très difficile. On dit souvent qu'au-delà de 12 minutes, l'attention tombe. Donc, je pense que les petits modules de cours sont construits autour de ça. On bascule maintenant donc je reste avec vous, hein, monsieur Abaga, pour profiter de votre temps. On bascule maintenant sur le fact-checking. Et puis, je pense que pour faire la jonction État, vérification des informations, la première question que j'ai et qui me vient de l'audience, c'est finalement, qui vérifie les informations de l'État qui sont transmises par l'État via les réseaux sociaux? Bah, écoutez, ça, c'est vraiment une question très intéressante. En réalité, comme je le disais lors de ma première intervention,
on peut quand même observer qu'il y a une véritable, je ne peux pas dire défiance, mais il y a beaucoup de réserves de la population par rapport à la communication officielle. Ça, c'est vraiment une réalité. Les gens vont jusqu'à complètement douter des fois du nombre, par exemple, lorsqu'on donne un nouveau nombre de cas ou de guéris, les gens des fois doutent carrément de communiquer. Et donc, ils se sentent plus en sécurité ou du moins, ils font plus confiance à des informations qui viennent des réseaux, qui peuvent être des fuites de personnes qui sont complètement impliquées dans au niveau de la production de ces informations et qui peuvent apporter des arguments. Et donc, ces informations sont les plus, comment dire ça, les plus crédibles pour la majorité de la population. Et donc, ce qui se passe en général, c'est que, on va dire que pour l'instant, le fait qu'il finit par, on va dire qu'il finit par sortir. C'est-à-dire qu'une information qui arrive à 8 heures du matin, si c'est un fake news, on est sûr que d'ici la fin de la soirée, on saura que c'était un fake. Donc, aujourd'hui, ce que les gens font, c'est que l'information arrive, ils le transfèrent tel quel, à travers tous leurs autres réseaux. Et on attend en se disant, si c'est un fake, on aura certainement une contre-indication d'ici quelques heures. Mais s'il n'y a pas de retour de contre-indication, l'information est considérée comme vraie. Et malheureusement, aujourd'hui, moi, ce que je trouve d'extraordinaire, c'est le fait que même à travers ces réseaux, que ce soit des fakes ou pas, les autorités sont des fois tenues de s'expliquer parce qu'il y a une information qui circule, qui crée de l'interrogation ou de l'inquiétude. Et donc, on est tenu de venir s'expliquer. Et des fois même, on prend des décisions parce que, voilà, à travers les réseaux, on sent quand même qu'il y a une désapprobation, par exemple, par rapport à une action qui a été menée, etc. Donc, aujourd'hui, on va dire qu'avec les réseaux sociaux, le fake news finit de lui-même toujours par se révéler. Et donc, les gens partent de ce principe et donc, par conséquent, ils considèrent toujours qu'aujourd'hui, en tout cas, je parle local en Afrique, aujourd'hui, l'information dans le réseau social est quasiment plus crédible que l'information officielle, à pas mal d'égards. C'est ce qui se passe sur l'implant pratique. Alors, comment on fait quand c'est une information d'État sur les réseaux sociaux? Là, elle est doublement délicate, c'est ça? Bon, alors, ce qui se passe par contre aujourd'hui, c'est que même bon, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des informations d'État, bon, qui sont claires, c'est-à-dire, on va dire plus dans l'ordre de l'information. Si je prends un exemple, si l'État donne une information pour dire que désormais, il va y avoir couvre-feu à partir de telle heure à telle heure, que tel ou tel service rend les services qui seront autorisés à se déplacer, etc. Ça, c'est des informations, lorsque ça vient à travers un communiqué officiel, bon, voilà, il n'y a pas de discussion, les gens y croient. Par contre, lorsqu'on rentre dans des domaines un peu plus sensibles, par exemple, pour expliquer comment est-ce que je prends l'exemple, comment est-ce que les malades sont traités, là, les gens, ils se disent, bon, voilà, on va nous dire peut-être des trucs qui ne sont pas vrais. Par contre, s'il y a une information qui fuite dans le réseau pour dire, il y a un malade qui a fait une vidéo de 4 secondes dans laquelle il y a quelqu'un qui crie pour dire, nous sommes maltraités, je vous assure, les 4 secondes sont plus crédibles qu'un communiqué qui a été donné pour dire comment on traite les gens. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça qui fait que voilà, les réseaux sociaux ont pris une place extrêmement incroyable et qu'on ne pourra plus s'en passer. C'est plus rien à faire. Il faut faire avec. Alors avant de demander à Balkissa comment fait le système privé, elle en a parlé un petit peu au départ pour essayer d'anticiper et de contrôler ce fake-checking, peut-être un mot, Monsieur Zakba. Est-ce que l'État, est-ce qu'un État travaille avec le secteur privé en amont pour essayer de renforcer sa communication? J'ai lu ici et là des choses comme l'écosystème à travers PesaCheck, des relations comme ça publiques-privées. Est-ce que vous avez connaissance de telles relations? Et puis, quelles sont les meilleures pratiques et quelles évolutions vous voyez avec la relation entre l'État, comme l'a mentionné M. Abaga, qui doit parfois faire des communiqués de presse pour aller contre des informations sur les réseaux sociaux?
Donc, en Côte d'Ivoire, on a une entité, le CICG, en fait, qui gère toute la communication gouvernementale et qui est vraiment très active, hein. Donc, il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, tous les jours, à 13 heures, pratiquement 13 heures, il y a un communiqué du gouvernement qui est fait. Et les journalistes sont invités et ils peuvent poser toutes ces questions, justement, qui circulent sur les réseaux sociaux directement aux membres du gouvernement et la réponse, elle est donnée. Donc, il y a vraiment un espace quotidien d'échange, de correction, pour s'assurer que l'information elle est bien comprise, le gouvernement réagit correctement. Donc, par rapport également au secteur privé, il y a beaucoup de travaux. Je sais que, par exemple, par rapport aux mesures que le gouvernement a mis en place pour aider les PMI, pour aider les entreprises, etc., les mesures d'accompagnement, il y a beaucoup de travaux qui sont faits avec la maison d'entreprise, avec le CPC, en fait. Donc, il y a beaucoup de retours et d'analyses qui sont faits pour que le gouvernement puisse prendre en compte, en fait, un ensemble de remarques sur les discussions pratiques. Et donc, il y a beaucoup d'échanges. Aujourd'hui, en fait, le gouvernement en Côte d'Ivoire est vraiment dans une dynamique d'échanger, de partager. Il y a beaucoup d'interactions qui sont faites. Nous, on reçoit pas mal de rapports qui viennent. On est informé sur les questions juridiques, les questions, etc. Donc, vraiment, au point de la communication, il y a beaucoup, le gouvernement a vraiment pris la mesure de cette communication-là en Côte d'Ivoire. En tout cas, vraiment, quand je regarde et que je suis quotidiennement les éléments, il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup d'informations corrigées. Ce qui fait qu'en fait, bon, l'information gouvernementale devient de plus en plus fiable puisqu'il y a beaucoup d'interactions, donc on y croit un peu plus. Voilà, mais comme il a dit, les réseaux sociaux quand même représentent un espace de discussion, mais le gouvernement en fait intervient beaucoup pour pouvoir donner des éclaircissements. Balkissa, peut-être vous pouvez expliquer d'un point de vue plus opérationnel quelles sont les actions qui sont faites. Vous l'avez mentionné au début, je pense que c'est bien de le rappeler pour les auditeurs qui sont arrivés en cours de route, ce que fait en l'occurrence Facebook, mais plutôt le secteur privé, à travers des partenariats et à travers des actions particulières pour combattre ces fake news. Donc, la lutte contre la désinformation est quelque chose vraiment que nous prenons à cœur et qui est très important pour Facebook. Donc, depuis 2016, nous avons fait des améliorations considérables en la matière pour vraiment permettre de limiter la viralité de ces fausses informations-là sur notre plateforme. Et la stratégie de Facebook consiste en fait en trois grandes étapes, je dirais, c'est-à-dire supprimer, réduire et aussi informer. Donc, pour ce qui est de l'aspect supprimer, à Facebook, nous supprimons tout contenu, donc toute nouvelle qui viole nos standards de la communauté. Donc, pour ceux qui ne savent pas, les standards de la communauté de Facebook, en fait, ce sont les règles sur ce qui peut ou ne peut pas être sur Facebook. Donc, lorsque les nouvelles sont en violation avec ces standards de la communauté-là, nous les supprimons. Mais aussi lorsque nous constatons que, lorsqu'en fait nos partenaires dans les différents pays nous disent qu'une information donnée pourrait conduire en fait à un préjudice dans la vie réelle, nous allons, sur la base des différentes analyses que nous allons recevoir, supprimer cette nouvelle-là. Donc ça, c'est vraiment la première étape. La réduction maintenant, c'est lorsque nous constatons qu'une nouvelle, une information qui est mise sur la plateforme n'est pas en contradiction avec nos standards de la communauté et lorsque cette information est jugée comme ne pouvant pas conduire, en fait, causer des préjudices dans la vie réelle. Donc là, ce que nous faisons, c'est que nous réduisons la distribution de ce contenu-là sur notre plateforme. Parce que même si l'information ne viole pas les standards de la communauté, elle undermine l'authenticité de notre plateforme parce que Facebook a été créé pour être une plateforme sur laquelle des personnes authentiques viennent pour avoir des échanges authentiques. Donc, quand on réduit la visibilité en fait de ces informations, ça veut dire tout simplement que l'information, au lieu d'être en haut du fil d'actualité, va jusqu'en bas du fil d'actualité de l'utilisateur. Et nos études ont montré qu'en faisant cela, ça réduit en fait de 80%
la possibilité qu'un utilisateur puisse voir l'information. Mais sachant que cela n'est pas suffisant, ce que nous faisons, c'est que nous informons aussi les utilisateurs. Et c'est là où notre programme de vérificateur de faits intervient. C'est un programme que nous avons mis en place il y a quelques années de cela et qui est toujours vraiment en expansion. Aujourd'hui, on a déployé ce programme dans 18 pays d'Afrique subsaharienne et on travaille avec des vérificateurs de faits comme Africa Check, comme l'AFP ou les observateurs de France 24. Donc, quand on reçoit quand on détecte en fait soit nous-mêmes une information sur la plateforme ou lorsque les utilisateurs de notre plateforme signalent un contenu comme étant une fausse information ou lorsque parfois les fact-checkers eux-mêmes viennent vers nous et nous disent on veut vérifier cette information-là, ils vérifient l'information, ils la catégorisent, ils nous l'envoient et nous on prend action. Prendre action, c'est voir si l'information elle est fausse, si elle est vraie, si c'est un mélange de vrai ou de faux, si l'information n'est pas vérifiable, comme par exemple les résultats d'une enquête ou une opinion, ce sont des choses qui ne sont pas vérifiables. Donc, lorsqu'ils vérifient l'information, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on communique aux utilisateurs. Donc, quand on réduit l'information, à côté, on va mettre ce que le fact-checker dit et par rapport à cette information-là, et on va inviter l'utilisateur à consulter l'analyse que le vérificateur de faits a fait de cette information-là. Et lorsque l'utilisateur insiste et veut repartager l'information qui a été vérifiée, on demande à l'utilisateur est-ce qu'il ou elle ne veut pas plutôt partager ce que le vérificateur de faits a dit. Donc, je pense qu'ici, il est aussi important de noter qu'en tant que Facebook, on ne veut pas se positionner comme étant des arbitres de la vérité parce que nous ne détenons pas la vérité. C'est la raison pour laquelle nous précédons vraiment à ces trois différentes étapes-là, c'est-à-dire réduire, supprimer et informer les utilisateurs et supprimer uniquement lorsque le contenu est en violation avec nos règles ou quand il peut conduire à un préjudice dans la vie réelle. C'est pas une question piège, mais si, à votre avis ou chez Facebook, combien de temps il vous faut pour détecter, vous avez une moyenne pour détecter une fake news et quel est votre temps de réaction? Donc, c'est une question très importante et intéressante. Donc, cela varie vraiment cas par cas. Donc, il y a des informations qui sont évidentes, que ce sont des informations qui peuvent, qui sont en violation avec les standards de la communauté. Si, par exemple, quelqu'un met une information qui pourrait éventuellement conduire à, disons que quelqu'un communique une information qui est en contradiction avec nos standards de la communauté. Là, il faut juste que notre équipe qui vérifie les contenus regarde cette information-là, regarde les standards de la communauté et prenne la décision. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment assez simple et c'est ce qu'ils font tous les jours avec tous les autres types de contenus qui sont mis sur la plateforme. Maintenant, lorsque c'est une information qui est susceptible de conduire à des préjudices dans la vie réelle, on a des partenaires dans les différents pays, des partenaires de la société civile à qui on envoie l'information. On envoie à plusieurs pour vraiment corroborer et après, on prend action. Là, également, la réaction peut être rapide, ça peut être le même jour, ça peut prendre 1 jour, 2 jours en fonction de leur disponibilité et en fonction du type d'information qu'il faut vérifier. C'est pareil aussi avec les fact-checkers. Donc, vraiment, ça varie au cas le cas. Donc, ce n'est pas quelque chose que je ne peux pas donner une réponse en fait claire pour dire ça prend 1 jour, 2 jours, mais ça varie en fonction de l'information qui a été signalée, reportée. Et donc, voilà. Mais merci bien, c'est instructif. Alors, j'ai une question sur Zoom, mais on va la faire peut-être un peu plus large et la poser à M. Abaga. On n'a pas encore parlé de cybersécurité. On sait que Zoom a été un petit peu au tout démarrage du Covid dans le monde mentionné comme une plateforme pas forcément bien sécurisée. On sait que n'importe quel projet digital doit inclure de la cybersécurité dès le départ. Malheureusement, la plupart du temps, on fait des projets digitaux et après, on rajoute la cybersécurité. Peut-être, Monsieur Abaga, vous pouvez nous expliquer, particulièrement au Gabon, est-ce qu'il y a un travail qui est fait spécifique pour les réseaux sociaux, pour protéger la vie privée, pour protéger les communications? Bien sûr, nous avons
Vous m'entendez? Parce que oui, ok. Oui, très bien. Alors, au niveau de la cybersécurité, si nous avons une politique de cybersécurité, mais qui naturellement aujourd'hui souffre quand même qui a besoin quand même d'être renforcée sur le plan d'abord juridique, parce que il faut quand même le signaler. Il y a un certain nombre d'actions qui sont souvent un peu compliquées à mener par rapport aux services qui s'en occupent, tout simplement parce que nous n'avons pas encore vraiment un encadrement réglementaire, juridique et réglementaire. Mais qu'à cela ne tienne, il y a quand même des services qui s'en occupent pour les situations vraiment extrêmes. Mais je pense qu'on peut faire mieux parce que nous sommes aujourd'hui dans une phase quand même où la sécurité, notamment au niveau de tout ce qui peut se faire sur les réseaux sociaux, reste vraiment assez, je ne vais pas dire nouveau, mais je vais dire que c'est quand même des outils dont aujourd'hui, voilà, l'efficacité reste quand même encore à démontrer. Certainement, on fait un focus sur des points beaucoup plus sensibles, très sensibles par rapport, notamment par rapport à l'État. Mais globalement, à mon avis, je pense qu'il y a encore quand même du travail à faire. Vous avez évoqué l'usage du Zoom, par exemple, de ces plateformes. Je pense quand même qu'aujourd'hui, c'est pas en dehors, par exemple, les structures de l'État. Vous avez aujourd'hui, par exemple, il y a des conseils des ministres aujourd'hui qui ont lieu sur des supports, qui ont lieu par vidéoconférence. Et ça, c'est par contre des types de réunions où vraiment on met un maximum concernant les aspects sécurité. Mais pour ce qui est, par exemple, des administrations et qui peuvent en interne, dans le cadre des projets, solliciter ce type de support, je pense qu'on est vraiment à la merci, voilà, de la sécurité que ce support puisse nous garantir. Mais on n'a pas encore vraiment voilà, un dispositif suffisamment, à mon avis, suffisamment au point pour pouvoir sécuriser toutes ces différentes conversations et réunions qu'ils peuvent avoir dans les différents départements. Ça, je ne pense pas. Monsieur Zalba, peut-être vous voulez faire un point sur ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Vous avez mentionné tout à l'heure que l'État même, pas seulement les entreprises, l'État utilisait pour ses réunions internes Teams ou Zoom, et vous avez cité d'autres plateformes. Qu'en est-il de la cybersécurité et de la protection de ces informations échangées? Il faut dire que comme M. Abadal a dit, au niveau juridique, l'Agence de régulation des télécommunications, la TCI, fait un travail formidable. L'arsenal juridique, il est solide. Mais maintenant, comme je dis, ce qui nous manque, c'est la partie technique. Aujourd'hui, la cybersécurité coûte cher lorsque vous voulez individuellement vous protéger. Et l'idée, c'est d'avoir un SOC, c'est-à-dire un Security Operations Center, qui soit dans le pays et qui va servir à partager la compétence cybersécurité pour beaucoup d'entreprises. C'est ce que le coût soit réduit. Et ça c'est des discussions qui sont en cours, c'est des échanges qui sont en cours pour dire comment fédérer justement cette cybersécurité en mettant en place une entité gouvernementale centrale qui va réunir un ensemble d'experts et qui vont offrir aux entreprises ce service-là à un coût partagé et leur permettre en fait d'entrer dans ça. Et pour les PME, la question se pose aussi, les PME sont plus fragilisées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même dans le digital, elles n'ont pas les moyens de se payer des outils déjà sécurisés, déjà très sophistiqués. Nous, aujourd'hui, au niveau du conseil de gouvernement, on utilise Teams parce qu'en fait, on a un contrat avec Microsoft. Microsoft a évidemment comme ça, un centre de cybersécurité. Donc, il y a une batterie qui est derrière, mais ça coûte un prix. Ça coûte un prix. Et tout le monde ne peut pas se payer ce prix-là. Donc, on part sur des outils libres, etc. Donc, il faut, tout en fournissant l'accessibilité, fournir aussi la sécurité. Et c'est une responsabilité du gouvernement de mettre en place. Mais comme je l'ai dit, en fait, tous ces débats-là n'étaient pas d'actualité. C'était des réglementations qui étaient en place. Mais aujourd'hui, avec l'urgence, je pense que les efforts, les investissements vont pouvoir être faits. C'est pour ça que le COVID, en fait, est un accélérateur. Il va permettre d'avoir les moyens de faire enfin ce qu'on voulait faire, mais pour lesquels l'urgence ne se présentait pas. Voilà. En effet. Alors, je pense que je voudrais rajouter un point en fait sur le poids des réseaux sociaux.
On le voit en Europe, et vous l'avez mentionné tout à l'heure, Monsieur Abaga, les gouvernements utilisent les réseaux sociaux pour communiquer directement avec la population. Il en est de même, j'ai une question autour du Tchad, hein, où on dit que des informations sont transmises au Tchad en première instance via les réseaux sociaux et souvent en deuxième, voire en troisième instance aux télés, aux radios et aux journaux. Est-ce que, pour avoir une vision un petit peu plus prospective et avancer un petit peu dans le futur, est-ce que vous imaginez le poids des réseaux sociaux devenir de plus en plus fort, hein, face aux États et obliger les États à communiquer, peut-être pas exclusivement, mais en utilisant très fortement les médias sociaux? Alors, peut-être, Monsieur Avaga, vous êtes à Oui, l'écran. oui, d'accord. Ben, écoutez, moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est complètement incontournable. D'abord, parce que très peu de gens regardent même, d'ailleurs, je pense que ça doit être la même chose en Côte d'Ivoire. Enfin, je ne sais pas si c'est la même chose en Côte d'Ivoire, mais au Gabon, je suis certain que si nous avions des outils d'analyse des audiences TV, je suis sûr que la télévision nationale n'a pas forcément le plus grand succès. Donc, aujourd'hui, vous avez la garantie que lorsque vous avez une information qui est envoyée à travers les réseaux, je vous assure qu'au bout de 30 minutes à 1 heure, vous avez l'impression que vous avez vraiment touché un pourcentage vraiment conséquent de citoyens qui sont au courant de l'information. Aujourd'hui, il y a des informations qui passent par les réseaux. Quand vous ne l'avez pas, on est presque surpris que vous ne l'ayez pas. Parce qu'on pense qu'à travers tous les forums, donc, parce que vous avez un forum du travail, vous avez un forum avec des amis, vous avez un forum avec la famille, alors donc, en général, dès qu'une information passe, il est systématiquement saupoudré. Et donc, en fait, vous pouvez faire des communiqués à la télévision, vous allez certainement toucher très, très peu de monde. Mais le téléphone, tout le monde a son téléphone en temps réel. Et donc, aujourd'hui, les gouvernants ont aussi compris que c'est un outil qui devient incontournable. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle tous les communiqués de presse, systématiquement, on les met en PDF. On les met en PDF, que ce soit un communiqué même du Conseil des ministres, que ce soit tout simplement un point de presse, un communiqué de presse, autant pour moi. On les met sur les réseaux, on est sûr qu'au bout d'une heure, tout le pays est au courant, à la limite. C'est parce qu'aujourd'hui, presque tout le monde a WhatsApp et tout le monde est dans un forum de quelque part, etc. Donc, aujourd'hui, oui, le réseau social prend une place, sans le dire, mais sûrement dans la communication publique, dans la communication officielle. On a bien compris que désormais, il faut passer par là pour toucher le plus de monde et surtout en un temps record. Peu importe. Parce que lorsqu'on est connecté, on peut être dans sa voiture, on a l'information dans sa voiture en temps réel, on a l'information. Donc, les radios, les télévisions sont en train d'être dépassées. C'est ça la réalité. Aujourd'hui, c'est vraiment les réseaux sociaux. Facebook, WhatsApp, par exemple, dans le cas du Gabon, c'est vraiment c'est incontournable aujourd'hui pour pouvoir diffuser l'information. Voilà. D'accord, j'ai mentionné au début, mais vous n'étiez pas là, hein, je faisais référence à l'instantanéité de l'information et où un sociologue mentionnait que les réseaux sociaux, finalement, étaient plutôt une expression qu'une information. Est-ce que vous imaginez qu'avec le temps, finalement, les gens ont besoin de cette instantanéité, hein, d'être au courant rapidement d'une information, quelle qu'elle soit, fake ou pas? Pour revenir à peut-être un temps un peu plus long, et on le voit avec le confinement, hein, on est en train d'apprendre tous à vivre différemment, à avoir les choses de manière moins instantanée. Est-ce que vous imaginez qu'il peut y avoir une évolution dans ce sens-là, c'est-à-dire d'attendre qu'une information soit confirmée ou d'attendre plusieurs heures, voire plusieurs demi-journées avant qu'une information soit confirmée? Qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Zagba? Par rapport à l'information, aujourd'hui, en fait, la réalité, c'est que lorsque votre téléphone même sonne, lorsqu'il y a une notification, vous arrêtez tout de suite pour aller voir. En fait, c'est devenu un réflexe. C'est-à-dire que c'est même pas comme si on va attendre que l'information soit vérifiée ou cela. On veut même avoir l'information brute, on veut même suivre comment elle évolue. En fait, on veut même participer même à sa vie. Donc, on rentre dans un dispositif même de participatif. Et donc, finalement, ça devient comme un jeu. C'est pas tellement si c'est vrai ou c'est faux, mais c'est même le fait même d'en parler, même de diffuser pour même en discuter, même échanger, même délirer même sur l'information.
c'est surtout ça. C'est pas tellement le côté sérieux, mais c'est ce côté partage ludique, en fait, qui fait qu'en fait, on est concentré dessus. Donc, on n'est pas dans un modèle pour dire, bon, je vais attendre que ça soit vérifié. Non, mais c'est un jeu. Ça devient comme un jeu auquel on participe tous. Et puis ça Merci. donne la gaieté. Merci, Monsieur Zagba. Balkissa, peut-être vous voulez rajouter quelque chose pour imaginer un petit peu le futur des réseaux sociaux. Est-ce que vous pensez, comme moi, et en tout cas pas comme Monsieur Zagba, que peut-être l'indigestion d'informations non-stop sur un mobile peut engendrer de nouveaux comportements, en l'occurrence, être plus patient dans l'attente d'une information et vivre différemment? Qu'est-ce que vous en pensez? Euh, Comme je le disais tantôt, aujourd'hui, la réalité, c'est que 50% encore de la population mondiale n'a pas encore accès à l'Internet. Donc, ça montre l'importance que les médias traditionnels ont et continueront d'avoir et l'importance vraiment pour les États de diversifier les moyens de communication qu'ils utilisent pour communiquer avec les populations, surtout dans cette période critique que nous vivons. Et nous savons que dans les zones rurales, en tout cas dans les régions d'Afrique francophone, beaucoup n'ont pas accès à l'Internet ni au smartphone. Donc, il est important de continuer à avoir une stratégie de communication qui est holistique pour vraiment s'assurer qu'on touche tous les pans de la société. Maintenant, pour ce qui est de l'utilisation de nos plateformes, pour vous dire tout, je vais prendre mon cas personnel. Il y a quelques jours de cela, on a fêté l'anniversaire d'un de nos amis sur WhatsApp. C'est quelque chose qu'on ne faisait pas avant. Avant, on se rendait chez notre ami ou dans un restaurant pour fêter l'anniversaire, mais là, on l'a fait virtuellement. Il avait son gâteau, on a chanté et on a coupé, on a célébré comme ça. Donc, sans aucun doute, la situation que nous vivons aujourd'hui va modifier notre comportement sur les réseaux sociaux, mais vraiment l'utilisation du digital qui est fait de manière beaucoup plus globale. Et là, il est vraiment important pour tous les acteurs de pouvoir se concerter et de voir comment, sur la base de ce que nous vivons en ce moment-là, parce que je pourrais dire que c'est quelque chose qui est sans précédent, que nous n'avons pas connu auparavant, de voir comment les comportements ont changé, quels sont les challenges que nous rencontrons pour nous permettre de vraiment améliorer par la suite la stratégie digitale dans les différents pays pour s'assurer à ce que si une situation similaire se représente, on est vraiment préparé et on continue en fait d'offrir aux populations les services qu'il faudrait qu'on approfondisse tant avec les autorités que les acteurs du secteur. Très bien, du coup, j'ai une question qui me vient. Est-ce que ce ne serait pas l'occasion, hein, vous l'avez dit, on est dans un contexte exceptionnel, le monde entier est dans un contexte exceptionnel. Mais pour l'instant, on n'a parlé que d'entreprises américaines, hein, dont celle de Balkissa. Est-ce que ce ne serait pas le moment de penser peut-être à des champions africains en termes de réseaux sociaux, en l'occurrence, ou même d'infrastructures? Monsieur Abaga, à chaque fois, les questions pas faciles, c'est vous commencez. Ben, naturellement, je pense qu'on est condamné à cela, hein, parce que tout simplement, je pense qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Il y a des petites structures qui essayent de faire ce qu'ils peuvent dans ce domaine, mais c'est naturellement, on sait aussi que la particularité du monde du numérique, c'est qu'en général, quand on est premier, on n'a presque pas des fois de deuxième. Donc, je vais dire par rapport aux réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, vous avez quand même des réseaux sociaux qui sont bien installés et très utilisés. Et donc, trouver les champions locaux, moi, je pense que c'est indispensable parce que je pense que les champions locaux vont être capables d'apporter vraiment des solutions sur mesure à nos pays parce que ce seront des personnes qui connaissent, parce que les grandes structures à l'international, voilà, c'est normal, ils trouvent des solutions d'une manière générale, mais forcément, il y a des spécificités. Et lorsque vous avez quand même une solution qui est vraiment proposée par un champion local, naturellement que sur le plan du détail, on est quand même sûr d'avoir certainement une meilleure satisfaction.
Donc, nous sommes tenus de le faire. Dernièrement, ici au Gabon, il y a des jeunes start-upers qui ont ouvert un nouveau site et ils ont ouvert un réseau social vraiment qui va un peu, voilà, avec, ils ont certes apporté quelques de choses en plus, des variantes par rapport au grand réseau qu'on connaît. Mais naturellement, ça prend un peu de temps parce que les gens, ils ont déjà, voilà, des plateformes sur lesquelles ils travaillent, ils ont déjà des amis, tout ça. C'est jamais facile de s'intégrer. Mais on essaie de les encourager à travers, par exemple, comment on appelle, des incubateurs. On a un incubateur numérique, etc. Avec voilà. Mais on sait très bien que c'est pas facile. C'est pas du tout facile parce que généralement, dans cet environnement, lorsqu'on est premier et qu'on arrive à véritablement s'installer, il est vraiment difficile de faire qu'une autre personne puisse pousser. Mais je crois que oui, il le faut. Sinon, l'objectif aussi, c'est pas forcément de devenir exactement un Facebook tel que Facebook. Il faut toujours imaginer de trouver des variantes. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément obligé de faire exactement ce qu'ils font, mais ils ne peuvent pas penser à tout. Et donc, s'ils ne peuvent pas penser à tout, c'est que forcément, il y a de l'espace pour pouvoir créer quelque chose. Donc, nous, au niveau du gouvernement, au niveau du ministère de l'économie numérique, nous avons cette ambition et on espère vraiment que, voilà, avec le temps, on va pouvoir, tous nos petits champions qui pourront, voilà, émerger et nous proposer des solutions qui soient vraiment des solutions beaucoup plus adaptées à nos réalités. Voilà. Merci. Avant de donner la parole à Balkissa, peut-être, M. Zagba, vous voulez faire un point aussi sur les champions africains. Est-ce que vous le sentez, est-ce que vous imaginez que ça puisse arriver? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous travaillez actuellement? Oui, en fait, la problématique aujourd'hui, elle est beaucoup plus liée au monde rural. Hein? Aujourd'hui, la population rurale ne peut pas utiliser Facebook. Elle ne sait pas lire, elle ne sait pas écrire. Donc, elle est beaucoup plus audio, elle est beaucoup plus visuelle. Donc, en fait, c'est dans le format des contenus qu'on va faire la différence. C'est-à-dire que, et puis également dans la langue, dans la traduction des langues, puisque les populations rurales, en fait, utilisent différentes langues. En Côte d'Ivoire, on avait presque 66 langues différentes. Donc, imaginez-vous, il faudrait avoir que chaque contenu soit traduit dans ces langues-là. Et l'idée, c'est à ce chemin-là à parcourir. On peut travailler sur la mise en place, par exemple, de traducteurs locaux, par exemple, pour que lorsque je vais sur Facebook ou un réseau social, en fait, le texte, en fait, est traduit dans ma langue. Comme ça, j'écoute dans ma langue et je peux pas lire. Ah, Monsieur Zagba. Alors peut-être Balkissa, si vous m'entendez, vous pouvez… Oui, je pense qu'il a eu un problème de connectivité. Malaisie était partie. Oui, pardon. Allez-y, Monsieur Zagba. D'accord. Donc, je dis en fait que l'innovation pour nous va être de traduire le texte dans la langue locale. Parce que c'est là qu'on va pouvoir faire intervenir beaucoup de personnes qui sont dans le milieu rural. Aujourd'hui, on a des programmes avec le ministère de la Femme pour aider les femmes en milieu rural à pouvoir avoir des équipements, pouvoir vendre leurs produits, parce que les produits pourrissent dans les champs, les gens ne sont pas au courant. Donc, il y a tous ces éléments sur lesquels on travaille, mais la difficulté, c'est l'information doit être dans la langue de la personne. C'est la seule façon pour elle de comprendre l'information. Ce n'est pas lire, ce n'est pas écrire. Donc, c'est toute cette contextualisation-là, cette traduction du texte ou de l'image ou de la vidéo, parce qu'il n'y a pas de temps des contenus qu'on reçoit, même audio, sont dans d'autres langues, sont en français. Donc, comment faire pour que tous ces contenus-là soient traduits automatiquement? J'en appelle peut-être à Facebook et puis aux réseaux sociaux de voir comment ils peuvent nous faire des traducteurs automatiques. C'est-à-dire, quand je suis sur un site, j'écoute la vidéo dans ma langue, j'écoute le texte dans ma langue, de sorte qu'on puisse participer à un maximum de gens parce qu'on n'aura pas le temps de les alphabétiser. Balkissa, si vous voulez répondre à M. Zagba, et puis si jamais c'est trop difficile, comment voyez-vous l'évolution des réseaux sociaux de votre côté? Est-ce que vous sentez poindre? Avec plaisir. Donc, en ce qui concerne les langues locales,
c'est quelque chose dont nous sommes conscients à Facebook, et au fur et à mesure, on est vraiment en train d'intégrer cet aspect-là dans notre travail. Donc, quand je prends le cas, par exemple, de nos équipes qui revoient le contenu sur la plateforme, y compris les contenus que les utilisateurs signalent et qui, d'après eux, sont en contradiction avec les règles et standards de la communauté de Facebook, cette équipe est composée de personnes qui parlent les langues locales de plusieurs pays. Il y a par exemple des gens qui parlent le Swahili, il y en a d'autres qui parlent le Hausa, le Bambara, le Peul. Ça nous permet alors de pouvoir revoir tout ce qui est contenu en langue locale, mais on travaille aussi avec des parties tierces qui ont ces compétences-là lorsque ce sont des langues que nous n'avons pas au sein de nos équipes. Maintenant, pour revenir à la crise vraiment que nous traversons, nous avons, en fait, spécifiquement avec le chatbot WhatsApp, ce que nous faisons, c'est que nous offrons la possibilité au ministère de la Santé de mettre à la disposition des utilisateurs du contenu dans des langues locales. Lorsque les langues locales sont des langues qui sont écrites et lues, ils peuvent nous communiquer le flot de l'information qu'ils veulent partager pour qu'ils puissent être intégrés, mis à disposition dans le chatbot. Et lorsque ce ne sont pas des langues qui sont écrites et lues, ils peuvent aussi nous communiquer des audios qui peuvent alors être mis à la disposition des utilisateurs. Ceci vraiment pour prendre en compte aussi les populations que nous savons il y a un fort pourcentage de personnes qui ne savent pas lire et écrire dans certaines zones de la région. Donc, notre stratégie est vraiment de mettre en place tout ce qui est possible pour que toutes les personnes, toutes les populations, quelle que soit la catégorie, puissent avoir accès à l'information sanitaire qui est fiable et qui vient des sources agréées telles que les ministères de la Santé et aussi l'OMS. Désolée, il y a mes enfants qui sont en train de crier dans le bac. Ça montre qu'il y a un petit peu de vie, c'est bien. Pour vous aider à reprendre un petit peu le souffle, j'ai une dernière question avant qu'on termine ce webinaire. Elle est directement pour vous, Balkissa. Quel est le modèle économique de Facebook, si vous pouviez le rappeler pour nos auditeurs rapidement? Merci beaucoup. Donc, j'adore cette question parce que chaque fois, elle revient sous différentes formes. Donc, il y a la réalité, c'est que Facebook, lorsque la plateforme, c'est une plateforme qui a été mise en place pour vraiment permettre aux personnes de connecter le monde et de donner la possibilité aux gens de créer des communautés. Maintenant, la question qui se posait, c'est comment offrir une telle plateforme à tout le monde sans distinction. La meilleure manière de le faire, c'est de permettre aux gens d'avoir accès gratuitement à la plateforme. Parce que lorsqu'on met des frais, ça peut devenir une barrière pour certaines personnes. Donc, c'est mettre la plateforme à la disposition de tous gratuitement. Mais comment le faire? Parce qu'une telle plateforme, il y a bien entendu des coûts. Il y a tous les coûts qui touchent à l'opérationnel, à l'entretien de tout ce qui est technique, mais aussi les salaires des employés. La meilleure option que nous avons trouvée, c'est de permettre aux annonceurs de faire des publicités ciblées sur notre plateforme. Et donc, les revenus de Facebook viennent essentiellement et principalement des publicités des annonceurs. Et en même temps aussi, il faut dire que nos utilisateurs nous ont remonté le fait que s'ils doivent recevoir des publicités, celles-ci doivent être pertinentes pour eux. Et donc, en voyant cela, nous, ce qu'on offre aux annonceurs, c'est que nous catégorisons nos utilisateurs, si vous voulez. Nous les mettons dans des catégories sur la base, en fait, des informations telles que leur localisation, telles que leurs préférences. On les met dans des catégories et on permet aux annonceurs de faire des publicités vers ces catégories-là. Donc, si par exemple, Jean-Noël, Monsieur Michel, Monsieur Sylvestre et moi, nous vivons, disons, dans le même pays, dans la même ville et que nous avons plus ou moins les mêmes centres d'intérêt, si un annonceur veut faire de la publicité, les annonceurs ne feront pas de la publicité sur tout le pays, mais ils pourront sélectionner une catégorie qui va leur permettre de faire de la publicité vers nous,
Donc, donc, ce ne sera pas de manière individuelle vers Jean-Noël, Balkissa ou Michel, mais ce sera vraiment vers une catégorie et donc les informations sont agrégées. Et autre chose que nous permettons les annonceurs, ce qu'ils peuvent faire, c'est voir, ils ont accès à des statistiques qui leur agrégées encore, donc les personnes ne sont pas nommées, c'est vraiment des statistiques globaux pour savoir environ si ce sont des femmes ou des hommes qui ont vu la publicité, est-ce qu'ils ont cliqué dessus, pour vraiment leur permettre d'améliorer leur campagne. Donc, pour répondre court à la question, les Facebook, le business model, c'est essentiellement la publicité, bien entendu en prenant en compte tout ce qui touche à la vie privée et à la protection des données. Merci, merci Balkissa. Peut-être un petit mot de conclusion si vous souhaitez, Monsieur Zagba, et puis après on terminera avec Monsieur Abaga. En tout cas, pour conclure, ce que je voulais dire, c'est que les réseaux sociaux sont vraiment très importants pour les entreprises, pour l'État, et ça va s'accentuer, notamment pour la lutte contre les maladies, les pandémies qui vont arriver. Et aujourd'hui, je me dis que cette maladie est une vraie opportunité à saisir. Et même, je discutais avec quelques collègues pour dire que l'aide qu'on apporte même aux gens, à ce moment aux entreprises, au lieu de leur apporter une aide alimentaire, je dirais, il faudrait peut-être leur profiter de cette occasion pour leur donner une aide pour qu'on puisse les digitaliser. C'est-à-dire que les aider à se numériser, les aider à créer les outils, les ordinateurs, pour qu'ils puissent en fait migrer vers ce monde-là. Cette aide-là, elle est beaucoup plus pérenne puisqu'elle va leur permettre de sortir de la crise et de rester encore dans le marché que des aides d'allègement budgétaire, etc., qui ne sont pas forcément inutiles. Hein. Mais je pense qu'il faut que l'accent soit mis pour les aider plutôt à migrer. L'ANSOUT, en fait, a retrouvé, je pense, dans cette crise-là, son rôle et sa fonction. Et je pense que on va pouvoir se mettre au travail pour relancer avec le ministère de l'économie numérique cette vaste opération en poussant nos investissements en nouvelles infrastructures, mais aussi, comme j'ai dit, en accompagnant sur le plan des capacités, en accompagnant sur le plan de la stratégie même, de l'intelligence, en fait, ces entreprises-là, pour qu'elles puissent s'appuyer le digital. C'est un chemin de non-retour et même si la pandémie se termine, il faut garder le cap parce qu'on n'est pas à l'abri de d'autres pandémies. Merci Sylvestre. Michel, peut-être un petit mot de conclusion? Oui, je dirais juste une petite boutade déjà pour Madame Balkissa. Il faut lui dire qu'il y a quelques mois, j'ai fait des recherches sur Google pour acheter des amortisseurs de mon véhicule. Et sur Facebook, on ne me lâchait plus avec les publicités d'amortisseurs. Hein. Mais écoutez, non, mais je voulais dire que effectivement aujourd'hui, les réseaux sociaux sont devenus incontournables, ils se sont imposés. On doit faire avec. Je pense que comme dans tout outil, hein, il y a des aspects positifs. Et pour moi, les réseaux sociaux, il y a plus des aspects positifs, mais il y a aussi naturellement des aspects négatifs qu'il faudrait contrôler. Donc, c'est à nous seulement de savoir valoriser ces outils que nous avons aujourd'hui, ces plateformes. Mais il est indéniable qu'aujourd'hui, en matière de communication, l'efficacité des réseaux sociaux est, de mon point de vue, indiscutable, indéniable. Et donc, nous, on est engagé à continuer à investir dans le cas du Gabon, d'investir notamment sur les infrastructures pour pouvoir à permettre au maximum de personnes de pouvoir avoir accès à ces différentes plateformes. D'ailleurs, le discours qui a été fait hier seulement par le Premier ministre pour relancer l'économie a mis en bonne place l'économie numérique, des investissements sur l'économie numérique. Nous avons vraiment apprécié parce que ça a été explicitement cité, parce qu'on a bien compris que dans cette situation de crise, lorsque nous avons naturellement tenu des réunions stratégiques, les opérateurs télécoms étaient au même enseigne que les opérateurs d'électricité. Parce qu'on a tout simplement compris que lorsqu'on procède à un confinement partiel ou total, il faudrait absolument que les services de télécommunication soient opérationnels. Donc, on a vraiment mis tout le nécessaire pour qu'ils puissent être opérationnels au même titre, pratiquement, même si c'est quand même un cran supérieur, au même que l'électricité. Voilà. Donc, voilà, on s'engage tous à aller dans ce sens, comme l'a dit
mon collègue de la Côte d'Ivoire, et nous espérons tous que d'ici quelques années, nous allons surtout vraiment atteindre permettre à ce qu'un maximum de personnes puissent avoir accès à ces outils. Voilà ce que je pourrais dire. Merci Michel. Donc on le voit, les réseaux sociaux, on va terminer sur ces belles paroles. Hein. On le voit, les réseaux sociaux, je pense, ont accéléré la digitalisation des pays, ont mis face à certains pays la réalité de l'évolution digitale. Mais on le voit à travers les questions que j'ai eues, il y a encore des craintes sur les fake news et le fake-checking. Il y a encore des craintes sur la cybersécurité. Et je pense qu'il y a encore un petit peu de travail qui reste à faire. Néanmoins, c'est l'occasion, et là je parle d'un point de vue un petit peu plus global, d'accélérer la digitalisation. Et je pense que les gouvernements africains en ont pris conscience à la force des réseaux sociaux. Donc je vous remercie, je vous remercie, je remercie mes trois speakers, Balkissa, Michel et Sylvestre. Merci pour